Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer avec notre formation PHP pour débutants. Dans la partie précédente déjà on avait terminé avec les fonctions et puis dans cette partie on s'est dit on va faire le traitement des fichiers. Là j'ai écrit traitement mais bon c'est pas grave, on va faire le traitement des fichiers en PHP. Entre autres ici il y avait normalement les dates qu'on devait faire avant, mais les dates c'est un peu complexe, il y a beaucoup de choses. En fait c'est pas si compliqué que ça, mais il y a beaucoup de concepts qu'il faut prendre en compte et c'est un élément généralement très délicat dans les langages de programmation. Donc je vais d'abord laisser ça en stand-by le temps de trouver comment est-ce que je pourrais bien faire cette vidéo et on va plutôt parler ici du traitement des fichiers. Cela étant dit, vous aurez remarqué que toutes les sections qui ont été terminées portent ici une étiquette verte. C'est simplement pour classifier ces parties comme étant des parties pour débutants. Par contre, ici on a une étiquette orangée, c'est simplement pour dire qu'on est à un niveau intermédiaire. Cela ne veut pour autant pas dire que c'est compliqué, ça sera relativement simple. Je vous demande juste d'être un peu plus concentré. À côté de ça, avant qu'on se lance dans le vif du sujet ici, je vais vous amener sur la documentation. On a les fonctions sur les systèmes de fichiers en PHP, donc vous pourrez simplement faire une recherche avec cette expression et vous serez redirigé. Donc le premier résultat que vous aurez dans votre navigateur, vous allez y cliquer, vous serez redirigé à ce niveau. Comme toujours, vous allez remarquer qu'il y a un tas de fonctions et on ne pourrait parcourir toutes ces fonctions dans une seule vidéo. Donc dans cette partie principalement, on va se concentrer sur la création des fichiers, sur l'ouverture, la lecture, l'écriture, le formatage et la modification des données. Donc cette vidéo sera relativement plus longue que les autres vidéos qu'on a eu à faire jusqu'à présent. Si à un certain moment vous êtes perdu et que vous ne savez pas quoi faire ou alors vous ne comprenez pas trop ce que je suis en train de dire, la documentation est là et la documentation est bien plus précise que ce que je ne pourrais vous dire. Donc cela étant dit, je vais mettre mon navigateur d'un côté et je vais travailler avec mon éditeur de l'autre côté comme on le fait souvent. Ici, j'ai déjà une petite structure HTML dans mon document et c'est là où on va faire le HTML si besoin est. Donc pour le moment, je vais garder cela en attendant de voir si on en aura besoin ou non. Mais cependant, j'ai déjà chargé ici là, le lien CSS de Bootstrap. Donc pour ceux qui veulent savoir comment configurer Bootstrap dans leur projet, je vous conseille de cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus de cette vidéo. Vous serez redirigé vers une somme de tutoriels tout à fait sympas qui vont vous montrer comment vous allez faire la prise en main de Bootstrap et vous allez aller jusqu'à la maîtrise presque parfaite de Bootstrap. Cela étant dit, on va se lancer ici dans les fichiers, la gestion des fichiers PHP en eux-mêmes. Ici, on va commencer par soulever un problème qu'on a rencontré lorsqu'on faisait les formulaires, mais dont on n'en a pas réellement parlé. On avait essayé de mettre en place un système de vérification d'un utilisateur qui se connectait pour voir s'il renseigne convenablement le formulaire. Mais maintenant, lorsqu'il renseigne le formulaire et qu'il décide de s'inscrire, où est-ce qu'on va stocker ces données? Ça, c'est la question à laquelle il faut répondre. Généralement, tout le monde répond de façon vulgaire dans une base de données. Le seul problème, c'est que beaucoup de personnes aussi ne savent pas comment configurer souvent des bases de données en tant que débutant, bien évidemment, comme nous le sommes dans ce contexte. Donc, on va parler des bases de données un peu plus tard et ici, on va se concentrer plutôt sur les fichiers avec lesquels on peut résoudre le problème de façon partielle parce que cette gestion est un peu compliquée vu que les fichiers ici ne nous donnent pas la possibilité de faire des recherches avancées. Donc, cela étant dit, de façon primitive, on va gérer ça avec les fichiers et de façon avancée, on va gérer ça avec les bases de données. Maintenant, on a dit qu'on devait parler ici de la création, de l'ouverture et ainsi de suite de plusieurs opérations de fichiers. Comment est-ce qu'on crée un fichier en PHP? Pour créer un fichier, on utilise ici une fonction qu'on appelle touch. Mais la fonction touch en elle-même n'a pas été conçue pour créer un fichier en PHP. Elle a simplement été conçue pour définir la date à laquelle on avait fait la dernière modification dans un fichier. Le seul problème, c'est que lorsqu'on essaye d'utiliser cette fonction et que le fichier sur lequel on appelle cette fonction n'existe pas, il va nous créer d'abord ce fichier avant de donner la dernière date de modification. Donc, je vais par exemple créer un fichier ici que je vais appeler data.txt et pour le coup, on va travailler uniquement avec les fichiers txt dans cette partie. On ne va pas travailler avec les CVS, on ne va pas travailler avec les XML. Je vais lui passer le nom du fichier que j'ai envie de créer en premier paramètre et en deuxième paramètre, je vais lui passer ici la fonction time. Donc cette fonction ici va mettre l'heure courante à laquelle le fichier a été créé lorsque le script en fait s'est exécuté. Mais lorsqu'on a envie de créer un fichier, il faut prendre certaines précautions de base. Donc on va lancer un if ici et on va tester si le fichier qu'on veut créer n'existe pas déjà. Pour cela, on va utiliser la fonction
file existe et on va lui demander de tester si data.txt n'existe pas déjà. Donc lui va tester si le fichier existe, mais vu qu'on veut tester plutôt l'opposé, je lui rajoute le point d'exclamation juste ici au début. Et là, il va se rendre compte que le fichier n'existe pas, c'est seulement en ce moment qu'il va donc nous créer le fichier. Donc si je ouvre ma sidebar ici, vous allez vous rendre compte qu'on n'a aucun fichier. Vous allez d'abord vous assurer d'avoir démarré votre serveur PHP. Une fois que le serveur PHP sera démarré, vous allez remarquer que si je lance mon script ici sur le localhost 8000, j'ai le fichier data.txt qui vient d'être créé. Normalement, on demande de le faire parce qu'il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, en essayant de créer un fichier qui existe, on ait une erreur. Généralement, c'est une erreur de type e-warning. Ce n'est pas vraiment une erreur qui empêche au script de fonctionner. Maintenant qu'on a vu comment créer un fichier, comment est-ce qu'on ouvre un fichier? Et en ce qui concerne l'ouverture d'un fichier ici, on a une fonction très pratique qui est le fopen. Le seul problème, c'est que la fonction fopen ici possède plusieurs modes avec lesquels on pourrait choisir d'appeler cette fonction. En premier paramètre, déjà, on va commencer par passer le chemin du fichier qu'on a envie d'appeler. Nous, ici, on travaille avec data.txt. Et le data.txt, on le met ici simplement parce que notre fichier se trouve exactement dans le même dossier que notre script PHP. Mais si notre fichier se trouvait par exemple dans un autre répertoire, on aurait commencé par dire par exemple que c'est dans le disque C. Ensuite, on va aller dans Users et ensuite on va prendre data.txt. Donc généralement, c'est ainsi qu'on renseigne le chemin. Mais vu qu'on est dans le même dossier, on va simplement le renseigner ici. Ça ne dérange en rien. La deuxième chose, une fois qu'on a passé le nom du fichier qu'on a envie d'ouvrir ici, on va lui passer le mode de lecture. Et ici, je viens de mettre le mode R, mais il y en a en fait 6 modes. On a le mode R et on a le mode R+. Le mode R ici va faire l'ouverture uniquement à lecture seule, mais on ne peut pas écrire dans le fichier. Le mode R+, va gérer l'ouverture et l'écriture. De la même façon ici, on a le mode W et le mode W+. Le mode W va gérer l'écriture seule et le mode W+ va gérer la lecture et l'écriture. Et enfin, on a le mode A et le mode A+. Le mode A va gérer la lecture seule et le mode A+ va gérer la lecture et l'écriture. Maintenant, vous allez vous dire, on a les R, W et A qui font quasiment la même chose à chaque fois qu'on ajoute le signe plus. Pourquoi est-ce que tous ces modes existent? Et là, vous allez comprendre qu'il y a une différence. En fait, le mode R et le mode R+ ici, on s'est dit, il y a l'ouverture en lecture seule et il y a l'ouverture en écriture. Mais le problème, c'est qu'avec le mode R, si on essaye d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, ça va nous renvoyer une erreur. Par contre, avec le mode W et W+, si on essaye d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, le fichier va être créé. Mais si le fichier existe déjà, le fichier va être détruit et un nouveau fichier vierge va être créé. Donc, on va perdre toutes nos données. Et c'est là où le mode A donc arrive parce que le mode A, il nous permet ici non seulement de créer le fichier, mais si le fichier existe, il va ouvrir le fichier simplement, il ne va pas le détruire. Donc ça, c'est ce qui concerne en fait les modes de lecture et d'écriture avec lesquels on peut utiliser la fonction fopen. Maintenant qu'on a ouvert notre fichier, comment est-ce qu'on va faire pour y travailler? Il faudrait stocker le retour de cette fonction dans une variable qu'on va appeler ici id file. Donc fopen va nous renvoyer l'identifiant du fichier qu'on a ouvert. On appelle généralement ça le stream. Donc ça nous renvoie l'identifiant sur lequel on travaille. Si on regarde le type de cet identifiant ici, on va prendre le type de id file et je pense que je vais demander à afficher ça avec un écho. Vous allez voir que c'est de type resource. Là, le fichier existe déjà, donc le code ici ne va pas s'exécuter. Par contre, ce que je vais faire, c'est de descendre simplement avec ce petit bout de code juste en dessous. Donc si j'actualise ici, vous allez voir que j'ai un type resource. Et si je demande simplement ce qui est contenu ici là dans le id file, là, vous allez voir que j'ai une ressource qui porte un ID 3. Donc, du coup, si je viens et que je duplique ce que j'ai par ici et que j'appelle par exemple ID file 2, vous allez vous rendre compte que c'est le même fichier que j'ouvre, mais si je demande ce qui est contenu dans ID file 2, la ressource va porter l'ID 4. Et de là, vous allez comprendre qu'il faudrait impérativement récupérer le retour de cet ID dans une variable. Pourquoi en fait? Parce que lorsqu'on va vouloir lire ce fichier et écrire, c'est cet identifiant qu'on va utiliser. Parce que vous voyez bien que là, on vient d'ouvrir ce fichier 2 fois. Si maintenant on veut écrire dans ce fichier, comment est-ce qu'on fait pour connaître à quel moment est-ce qu'on écrit ou alors dans quelle instance de ce fichier est-ce qu'on écrit?
C'est pour cela qu'on a besoin de cet ID pour pouvoir identifier dans quelle instance ou alors l'occurrence du fichier dans lequel on est en train d'écrire. Maintenant, on a ouvert notre fichier, on a fini de faire nos traitements et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va devoir fermer le fichier et pour fermer le fichier ici, on va utiliser une fonction fclose. À cette fonction, on va passer l'identifiant de l'instance qu'on a envie de fermer. La fonction fclose ici va prendre un seul paramètre et va nous renvoyer true si le fichier a bien été fermé et false dans le cas contraire. On a ouvert notre fichier, on a écrit dans notre fichier, on a fait tous nos traitements et on a refermé le fichier. C'est bien beau de dire tout cela, mais imaginez par exemple qu'on soit en train d'écrire dans un fichier avec notre script, par ici le fichier se trouve sur un serveur et au même moment il y a un autre utilisateur qui essaye d'écrire dans ce même fichier. Ça veut dire en fait que pendant que j'essaye d'écrire une ligne, lui aussi il essaye d'écrire une ligne. Comment est-ce que les lignes vont être superposées dans le fichier? C'est un problème. Du coup, ça fait en sorte que si plusieurs personnes essayent d'accéder à un fichier en même temps, le fichier risque de devenir illisible. Pour gérer ce problème ici, on a une fonction qu'on appelle flock. À cette fonction, on va simplement passer ici l'identifiant du fichier sur lequel on est en train de travailler et on la va appeler idFile. Et pour le coup, je pense qu'on va déjà d'abord revenir à ce qu'on avait précédemment. Et là, je vais lancer la fonction flock. Je vais lui passer ici le idFile. Et maintenant, il a trois modes de verrouillage. Le premier mode ici, là, c'est le lock_sh. Et ce mode ici va simplement verrouiller le fichier en lecture seul, mais il va laisser l'accès libre à l'écriture. Ensuite, à côté de cela, on aura ici le EX. Lui va verrouiller le fichier en lecture et en écriture. Et enfin, on aura ici le UN. Et là, lui va simplement enlever tous les verrous qu'on a mis sur le fichier. Donc en fait, il va déverrouiller le fichier pour que les autres scripts puissent utiliser le fichier en lui-même. Donc on va faire un petit exercice ici pour essayer de voir comment ça fonctionne et on va supprimer tout ce qu'on a ici. L'exercice en lui-même qu'on va faire, c'est simplement un compteur de visite sur notre site. C'est un compteur de visite très simplifié parce que dans les cas réels, ce n'est pas réellement comme ça que ça marche. La première chose qu'on va faire, c'est de dire qu'on va se créer un fichier qu'on va appeler compteur.txt. Bon, on s'était dit qu'avant de créer un fichier, il faudrait pouvoir vérifier si le fichier en lui-même existe. Donc ici, je vais prendre mon file exist et je vais demander à ce qu'il teste mon compteur.txt. Dans la mesure où il teste mon compteur.txt, il se rend compte que ça existe, on va faire un certain traitement. Mais s'il teste et qu'il se rend compte que le fichier n'existe pas, on va lancer ici un else. Et de là, on va lui dire, tu vas nous créer un fichier. Et on va créer ce fichier en essayant de l'ouvrir en fait. Donc pour cela, je vais créer ici un idFile et je vais appeler la fonction fopen. On s'était dit que dans ce fopen, on va lui passer le nom du fichier qu'on a envie de créer. Donc je vais prendre ce nom de fichier ici. Je vais mettre ça à ce niveau. Donc j'essaye d'ouvrir le fichier txt, mais je vais l'ouvrir en mode W. On s'était dit qu'en mode W, si le fichier n'existe pas, le fichier sera créé immédiatement. Une fois que j'ai créé ce fichier ici, je vais écrire à l'intérieur avec la fonction fwrite qu'on verra un peu plus tard. Et dans cette fonction fwrite, je vais lui passer l'idFile que je viens de récupérer. Ensuite, je vais lui donner une valeur NB qui représente le nombre de vues qu'on aura déjà, le nombre de visites qu'on aura déjà sur notre site web. Ce nombre de visites, on va se dire qu'initialement, il faudrait qu'on l'initialise à 0. Donc, je vais commencer par dire que, par défaut, notre site n'a aucune vue, n'a aucune visite pour le moment. On définit donc NB à 0. Du coup, lorsqu'on va créer notre fichier, on va mettre cette valeur NB à 0. Et lorsqu'on va commencer à visiter notre site, cette valeur NB va être incrémentée à chaque fois que quelqu'un va visiter notre site web. Maintenant que j'ai écrit dans ce fichier, je l'ai ouvert, j'y ai écrit, je vais utiliser ici la fonction fclose simplement pour fermer le fichier. Donc en gros, si on récapitule déjà cette première partie, on va dire tu vas nous tester si le fichier compteur.txt existe. Si ce fichier existe, on va faire un certain traitement à ce niveau. Mais si ce fichier n'existe pas, tu vas venir créer ce fichier et à l'intérieur de ce fichier, tu vas simplement ajouter la valeur 0 pour dire que pour le moment, notre site web n'a aucune visite. Maintenant, si ce fichier existe ici, ce que tu vas faire, c'est de récupérer ce fichier et de l'ouvrir. Donc pour cela ici, je vais faire un idFile et je vais simplement utiliser la fonction fopen. Je vais lui dire qu'il va tester ici le compteur.txt, il va l'ouvrir, mais il va l'ouvrir en lecture seul.
Ensuite, je vais venir en dessous et je vais lui dire qu'on va tester en lançant un if et on va tester notre ID file. Si notre ID file existe, on va commencer à faire un certain nombre de traitements. Et on s'était dit, lorsqu'on veut travailler sur un fichier, on a besoin de le verrouiller. Donc, je vais faire ici un flock et je vais verrouiller mon ID file. Je vais le verrouiller ici en mode 1 ou alors je peux appeler simplement le lock_sh. Donc, que je mette la valeur 1 ou lock_sh, ça ne dérange pas. Une fois que je verrouille mon fichier après l'avoir ouvert, je viens en fait de faire une visite parce que vu que j'ouvre mon fichier, c'est déjà une visite que je viens de faire. Donc là, je vais récupérer la valeur qui se trouve à l'intérieur. Ça veut dire que pour la première fois, on aura la valeur 0. Et comme j'ai dû ouvrir mon fichier, pour récupérer la valeur, on va utiliser ici la fonction fread et on la verra aussi un peu plus tard. Je vais dire que tu vas me lire le stream sur lequel on se trouve et dans ce stream, tu vas lire 10 caractères. Ce qui fait que la fonction fread ici va me renvoyer la valeur qu'il va retrouver dans mon fichier. Et comme on s'est dit que le fichier, pour la première fois, lorsqu'on arrive, on avait la valeur 0, il va donc me renvoyer cette valeur 0. Et c'est ce que j'ai stocké ici dans NB. Une fois que c'est fait, on va incrémenter ce NB. Pourquoi est-ce qu'on incrémente? Simplement parce qu'on vient de dire qu'on a ouvert notre fichier et on a lu ce qui était à l'intérieur. Donc, on vient de faire une visite sur notre site web. Maintenant que j'incrémente cette valeur, je vais utiliser le flock. Et cette fois-ci, je vais retirer les verrous que je viens de mettre. Et là, je vais utiliser ici un lock on. Et une fois que c'est fait, je vais donc fermer mon fichier en lui-même en lui passant ici un ID file. Donc là, c'est ce qui concerne la lecture. Je viens de lire mon fichier et je me rends compte que j'ai récupéré la valeur qui est à l'intérieur. Une fois que j'ai donc lu ce fichier, que j'ai récupéré la valeur qui est à l'intérieur, je vais me définir un nouveau ID file. Donc en gros, je vais ouvrir de nouveau ce fichier. Je vais lui passer ici compteur txt, mais cette fois-ci, je vais ouvrir le fichier en mode écriture simple. Donc je vais lancer avec un W. Une fois que c'est fait ici, je vais de nouveau utiliser ma fonction flock. Je vais verrouiller le fichier et cette fois-ci, je vais utiliser le mode 2 qui est le lock x. Et après avoir verrouillé le fichier, je vais lui dire, tu vas m'écrire dans ce fichier la valeur que tu as récupérée. Donc je vais écrire ID file. Et je vais écrire dans ID file qui est notre stream et je vais lui renseigner la valeur NB que j'avais incrémentée à ce niveau. Donc au départ on avait 0, j'ai récupéré cette valeur 0. Et vu que pour récupérer la valeur, j'ai ouvert mon fichier, ça veut dire qu'on a lu le fichier, on vient de visiter notre fichier, je vais incrémenter cette valeur à 1. Cette valeur que j'ai incrémentée, c'est elle que je vais de nouveau écrire ici dans le fichier en mode W, ce qui fait que ça va écraser la valeur que j'avais précédemment. Et une fois que je vais écrire dans ce fichier, je vais déverrouiller le fichier avec le flock. Et cette fois-ci, je vais lui passer le ID file et je vais lui passer le troisième paramètre. Je déverrouille le fichier et je ferme le fichier en lui-même en lui passant simplement le ID file. Donc, une fois que c'est fait ici, on va se dire dans un petit récapitulatif, si notre fichier existe, on va faire ce traitement. On lit le fichier, on récupère la valeur qui s'y trouve, on incrémente cette valeur, on referme le fichier. Ensuite, on ouvre maintenant le fichier en mode écriture, on écrit cette valeur dans le fichier, on referme le fichier. Dans la mesure où on teste l'ouverture du fichier et qu'on trouve que le fichier n'existe pas, on va simplement lancer une condition else ici et on va demander à afficher à l'utilisateur que le fichier qu'il cherche est introuvable. Maintenant, c'est dit si le fichier qu'on teste ici là n'existe pas, on va donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore visité notre site, on va créer le fichier pour la première fois, on va initialiser le nombre de vues à 0, on va écrire cela à l'intérieur de notre fichier et on va fermer le fichier en lui-même. Donc si je viens ici et que j'actualise, normalement le fichier compteur.txt doit se créer. Je vais actualiser et on voit bien que compteur.txt vient de se créer et il a 0 vues. Vu qu'on s'est dit, si le fichier n'existe pas, on le crée et on initialise le compteur de vues à 0. Maintenant, on va revenir là, vous allez vous rendre compte que chaque fois que je vais actualiser, on passe à 1, j'actualise, on passe à 2, j'actualise et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que j'actualise, ça veut dire en fait que je suis arrivé sur ma page web. C'est pour cela que ça ne fait qu'incrémenter le compteur. Et plus je vais actualiser, plus ça va monter et au fur et à mesure, ça sera ainsi. Donc là, vous voyez qu'on vient de faire ici quelques petits tests sur comment est-ce qu'on peut ouvrir un fichier, accéder à un fichier et écrire dans ce fichier. Si je viens à ce niveau, si j'ai utilisé un lock.sh et à ce niveau, j'ai utilisé un lock.x. Si je venais à ce niveau et que j'utilisais un lock.sh simplement,
et que j'actualisais, vous allez voir que j'ai une erreur. On me dit que je n'ai pas le droit d'écrire dans mon fichier. Donc, ce que je dois faire, c'est de verrouiller le fichier en mode lecture et en mode écriture de façon à pouvoir y travailler seul. Et en ce moment, je peux donc revenir par ici et vous voyez que ça a supprimé déjà ce qu'on avait. Là, je vais commencer à incrémenter de nouveau. Donc, à ce niveau, on vient de voir comment est-ce qu'on peut créer un fichier, comment est-ce qu'on peut lire le fichier avec la fonction fread et comment est-ce qu'on peut écrire dans un fichier avec la fonction fwrite. On va faire ici un deuxième petit exercice pour voir comment les choses vont marcher davantage et pour cela, je vais commencer par commenter tout ce que j'ai ici. Et dans ce cas particulier, on va travailler avec les formulaires comme on avait fait précédemment. Donc, je vais venir par ici. J'avais déjà mis cette structure de base HTML et puis j'ai chargé ici Bootstrap pour que nos formulaires soient réellement un peu plus appétissants à voir. Ensuite, un peu plus bas ici, je vais me créer un formulaire, mais pour cela, je vais devoir lui mettre un certain nombre d'éléments pour que le formulaire soit un peu plus beau à voir. À l'intérieur, je vais utiliser une classe Bootstrap Raw. Je vais lui mettre une hauteur à 100% et je vais également lui mettre une classe Bootstrap qui est le Deflex. À l'intérieur de ce Deflex, il me dit que je vais lui mettre un align item à center. Et maintenant, à l'intérieur de cette div ici, je vais me mettre une colonne 4 et c'est dans cette colonne que je vais mettre mon formulaire. Au niveau du formulaire ici, on s'était dit que le action ici nous permet d'indiquer là où on ira chercher le script. Et si on est en train de travailler sur notre page PHP, on peut simplement lui dire qu'il va récupérer le script ici là sur $server et on va lui demander de récupérer le php_self. Donc, une fois que c'est fait, je vais également préciser l'autre élément ici qui est la méthode, l'autre attribut qui est la méthode et on va travailler avec la méthode post. À l'intérieur, donc, je vais mettre les champs de mon formulaire et je vais commencer par préciser que c'est l'inscription. Une fois que c'est fait, je vais supprimer ceci, ça sera beaucoup mieux. Et une fois que c'est fait, juste en dessous, je vais me mettre une classe Bootstrap qui est le mb-3 et à l'intérieur, je vais me mettre un input de type texte. À cet input ici, je vais simplement mettre un placeholder et dans ce placeholder, je vais demander que l'utilisateur renseigne son nom. On s'était dit qu'en PHP, lorsqu'on travaille, on a besoin de mettre ici l'attribut name et pour ça ici, je vais dire que c'est le nom de l'utilisateur. De la même façon, je vais lui mettre ici une classe Bootstrap pour qu'il soit un peu plus beau. Donc, je vais mettre ici une classe et ça sera du form-control. Je vais refermer ma sidebar pour mieux voir et ce que je viens de mettre ici dans ce MB3, je vais simplement dupliquer ça. Cette fois-ci ici, je vais demander un champ de type email et ensuite, je vais demander à l'utilisateur ici de renseigner son email. Ça pourrait être ce que vous voulez, ça pourrait toujours être un champ de type texte et vous allez demander à ce que ce soit le prénom. Moi, je vais mettre un email. Une fois que c'est fait, je vais de nouveau dupliquer ce champ que j'ai par ici. Mais cette fois-ci, j'aurai un input de type submit pour pouvoir soumettre mon formulaire. Au niveau de la classe ici, je vais lui mettre un btn et un btn-success. Et je vais lui mettre au name ici, inscription. Et là, je vais supprimer le placeholder. Par contre, je vais lui mettre un value, s'inscrire. Une fois que c'est fait, si je reviens actualiser dans mon navigateur, j'ai ce formulaire qui vient d'apparaître juste à ce niveau-ci. Normalement, avec les classes Bootstrap que j'ai utilisées, mon formulaire devrait être centré. Ça veut dire que cette classe qui devrait centrer le formulaire, je l'ai mal écrite. Donc, ainsi, mon formulaire il sera juste ici au centre. Ça dépend de vous. Vous pouvez décider que le formulaire soit un peu plus grand, mais je vais laisser ça ainsi. Donc, on va lui laisser 4 colonnes. En fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a simplement envie, lorsqu'on renseigne le nom et l'email ici et qu'on clique sur s'inscrire, que ces données aillent se renseigner dans un fichier. Le fichier, on va l'appeler register.txt et s'il n'existe pas, on va devoir le créer. Donc, pour faire simple, on va venir dans notre PHP à ce niveau-ci tout en haut et on va commencer à faire le traitement de notre PHP. On s'était dit que lorsqu'on travaille avec la méthode post ici, on récupère nos variables dans la super globale $post. Donc, je vais commencer ici par tester un i7 et dans ce i7, je vais tester $post. Désolé, il faudrait que j'écrive les choses convenablement.
Donc, je vais commencer par demander est-ce que l'utilisateur a renseigné le nom, et cela je vais récupérer dans iSet$postName. De la même façon, je vais lui demander est-ce qu'il a renseigné, là je pense que j'ai un problème, je vais lui demander s'il a également renseigné son email. Et je vais récupérer ça dans $postEmail. S'il a renseigné ces deux éléments, on a envie de continuer à faire notre traitement. Donc ici, dans un premier temps, je vais utiliser une fonction PHP, le extract. Et à ce extract, je vais simplement passer ma super variable post. Cette super variable que je passe dans extract, ça va faire en sorte qu'au lieu d'appeler $postName par ici, je peux simplement appeler $name et ça va représenter cet élément. Du coup, en dessous, je vais lui dire, tu vas m'afficher ce qu'on vient de récupérer. Pour cela, je vais dire, tu vas m'afficher ici l'élément name. Tu vas m'afficher l'élément name. À côté de ça, tu vas afficher l'élément email. Et ensuite, tu vas lui dire, merci pour votre inscription. Une fois que c'est fait, on va se définir un élément ici, une variable qu'on va appeler created at, et cette variable va simplement prendre la fonction time qui va mettre le temps auquel le script s'est exécuté lorsqu'on a lancé notre code. Maintenant qu'on a fini de définir ces premières variables préliminaires, parce qu'on a envie de renseigner le nom de l'utilisateur, ensuite on va renseigner son email et on va mettre la date à laquelle il s'inscrit sur notre site web. Donc une fois qu'on a fini de faire ça, je vais lancer ici mon ID file et je vais ouvrir l'élément. Je n'ouvre pas compteur ici, je vais ouvrir un fichier qui va s'appeler register.txt. Ce fichier, je ne vais pas l'ouvrir en mode R, mais je vais l'ouvrir ici en mode A. Ça fait en sorte que lorsqu'on va créer le fichier, si le fichier n'existe pas, il sera créé. Mais si le fichier existe déjà, il sera simplement ouvert pour qu'on puisse continuer à y travailler. Et lorsque je lance ici en mode A, c'est le mode écriture. Si je lance A+, c'est écriture et lecture. Donc ici, je lance le mode A, ça fait en sorte que l'écriture va se faire à la fin de notre fichier. Donc tous les utilisateurs qui se seraient déjà inscrits, on va simplement rajouter nos données après ces utilisateurs. Ce que je vais donc faire, c'est de prendre ce que je viens de mettre ici et de tester ça directement dans une condition if. Et de me dire, tu vas tester l'ouverture de ce fichier. Si l'ouverture fonctionne, tu vas stocker l'identifiant dans ID file. Une fois que ça sera fait, tu vas me faire un flock du fichier et tu vas me lock le ID file. Tu vas le lock ici en mode X pour bloquer l'écriture et la lecture des autres scripts. Ensuite, à l'intérieur, ici, on va utiliser notre fonction write et on va dire qu'on veut écrire dans notre ID file. Qu'est-ce qu'on va vouloir écrire dans notre ID file? On va simplement vouloir écrire ici le nom. Donc, je vais mettre name comme ceci. Je vais séparer ça par un point virgule. Je vais également mettre email que je vais séparer par un point virgule et je vais mettre le created at qu'on avait mis précédemment. Là, c'était created at. Pour être sûr que je ne me trompe pas, je vais copier ce que j'ai ici et je vais coller ça à ce niveau-ci. Une fois que c'est fait, je vais également rajouter un saut de ligne pour que ces éléments passent progressivement à la ligne au fur et à mesure. Maintenant que j'ai fini d'écrire dans mon fichier, je vais retirer tous les verrous que j'y avais mis. Pour cela, je vais lui passer bien évidemment le ID file et je vais lui passer le mode 3 pour que tous mes verrous soient supprimés. Et une fois terminé, je vais faire un fclose et je vais fermer le fichier sur lequel j'étais en train de travailler simplement. Dans la mesure où on essaye d'ouvrir ce fichier et qu'on ne le trouve pas, on peut mettre ici fichier introuvable, mais on s'est dit que si on travaille en mode A et que le fichier n'existe pas, le fichier va être créé immédiatement. Dans le premier cas ici, on avait mis le mode R et on s'est dit si le fichier n'existe pas, ça va nous renvoyer une erreur. C'est pour cela qu'on avait mis ici fichier introuvable. Donc ici, on va laisser, on ne va pas mettre une condition else. Maintenant, si je reviens à ce niveau, je vais déjà commencer par sauvegarder mon code pour être sûr qu'on n'aura pas d'erreur et je vais venir actualiser ma page. Pour le moment, il ne se passe rien. Il ne se passe rien simplement parce que je n'ai renseigné aucune donnée. Mais si je renseigne par exemple coding par ici et que je renseigne mon email comme ceci, lorsque je vais cliquer, vous voyez qu'on me dit coding@text.com, merci pour votre inscription. Quand on regarde par ici, j'ai le fichier register qui vient de se créer. Si j'ouvre ce fichier, vous voyez que j'ai des données qui ont été ajoutées. Ce que vous voyez ici, c'est simplement le time qui est la fonction time qui écrit son élément temps comme ceci, mais on va décoder ça lorsqu'on va afficher les éléments à l'utilisateur.
Si je reviens par ici et que je dis par exemple que désormais c'est city et que je décide de mettre par exemple city@coding.test, vous allez voir que lorsque je vais m'inscrire, on me dit ici city, on met l'adresse email et on dit merci pour votre inscription et immédiatement j'ai ces éléments qui apparaissent par ici. Maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est quoi? C'est que lorsqu'on écrit par ici et qu'on valide, on veut que ces éléments viennent directement apparaître juste à côté. Donc, pour faire simple, ici, je vais revenir dans mon PHP et ici, j'avais mis un élément qui portait la classe call4. Donc, il nous reste encore 8 colonnes et juste en dessous ici, je vais me mettre dans ce call 8 parce que le pattern Bootstrap fonctionne avec 12 colonnes. À l'intérieur de ces 12 colonnes, je vais devoir afficher les éléments qui se trouvent dans ma page register.txt. Pour afficher ces éléments, je vais créer du PHP ici à l'intérieur de mon document HTML. Donc, je vais ouvrir une balise PHP. Je vais descendre un peu plus bas et je vais refermer cette balise PHP. À l'intérieur de cette balise, la première chose que je vais faire, c'est de créer un ID file. Et à ce ID file, je vais mettre ici un fopen. Je vais demander à lire mon fichier register.txt. Et je vais demander à lire ce fichier uniquement en lecture seule. Avant qu'on ne continue déjà, vous avez remarqué que j'utilise ID file un peu partout. J'ai défini cette variable et je n'ai pas vraiment de problème. Donc, au risque d'oublier ça, je peux utiliser cette variable ID file à plusieurs endroits simplement parce que lorsque je finis de travailler avec mon fichier, dès que j'appelle la fonction fclose en lui passant le ID file, il va détruire le ID file que j'avais créé initialement. Ce qui fait que juste en dessous ici, je peux de nouveau utiliser ID file. Et dès que je vais fermer le fichier, il sera détruit. Je vais pouvoir l'utiliser ainsi de suite donc à beaucoup d'endroits différents. Donc à ce niveau, on s'est dit, je vais ouvrir mon fichier en lecture seule. Et dans ce fichier, on s'est rendu compte qu'il y avait des lignes de texte. Donc on a une première ligne, on a une deuxième ligne. Donc ce qu'on va faire ici, c'est de lire notre fichier pour pouvoir afficher les données. Et en ce qui concerne la lecture des fichiers, on a plusieurs fonctions PHP et chacune de ces fonctions a sa particularité. Nous ici, on va utiliser la fonction fgets et la fonction fgets ici là permet simplement de récupérer les lignes d'un fichier. Donc ça permet de lire le fichier ligne par ligne. Dans la fonction getFiles ici, comme j'étais en train de le dire, permet de lire notre document ligne par ligne. Ce qui fait que vu qu'on a plusieurs lignes dans notre document, pour mieux parcourir ce document, on devrait utiliser une boucle. Pour cela ici, je vais utiliser la boucle while et je vais simplement lui dire, quand tu seras en train de parcourir mon élément, et pour cela, je vais utiliser la fonction fgets. Je vais lui passer ici l'élément sur lequel on est en train de travailler, qui est le ID file. Et je vais lui dire, quand tu seras en train de parcourir cet élément, chaque fois que tu récupères une ligne, je veux que tu sauvegardes ça dans la variable ligne. Normalement, la fonction fgets ici prend un deuxième paramètre et le paramètre en fait c'est un entier qui définit le nombre d'octets jusqu'auquel on aimerait lire nos éléments. Donc si je mets par exemple ici 5, fgets va venir dans mon document et à chaque fois il va lire 5 caractères. Lorsqu'il aura lu 5 caractères, il va s'arrêter, il va passer à la ligne suivante. Mais si je ne lui précise pas les caractères ici, il va s'arrêter lorsqu'il va trouver le saut de ligne. Et lorsqu'on travaillait, on avait mis un saut de ligne à ce niveau. Ce qui fait que dans notre cas, lorsqu'il va lire qu'il va arriver au saut de ligne ici, il va passer à la ligne suivante. De cette façon, je viens de stocker chaque ligne dans la variable ligne. Ce que je vais faire, c'est d'afficher par exemple ce qui est contenu dans ligne. Si je fais ici un écho de ligne, je vais venir actualiser ma page web. Vous allez voir que je renvoie les données et j'ai ces éléments qui s'affichent ici avec les points-virgules. Donc, ce que je veux faire, comme on s'est dit, c'est que chaque fois que quelqu'un va renseigner son nom, par exemple Tom, il va dire qu'il s'appelle, il va mettre l'adresse email tom@gmail.com, n'importe quoi, il renseigne, on veut que ça s'affiche juste ici en dessous. Mais on veut que ces éléments soient formatés, on n'aimerait pas que ce soit simplement écrit comme ceci. La première chose que je vais donc faire, c'est de commencer par créer un tableau. Le tableau, en fait, je vais l'appeler tab. Et je vais le créer à partir de chaque ligne que je vais récupérer dans mon fichier. Pour cela, je vais utiliser ici la fonction PHP explode. Et là, je vous renvoie à regarder les chaînes de caractères et les tableaux. Dans la fonction PHP explode, je vais lui dire, chaque fois que tu vas trouver le point virgule, tu vas casser ma chaîne de caractères. Et de cette chaîne de caractères, tu vas me faire un tableau. Et la chaîne de caractères qui doit casser, c'est simplement ce que j'ai récupéré dans ligne. Maintenant qu'on a récupéré ces éléments ici, je vais simplement afficher
le résultat de chaque élément dans le tableau. Imaginez par exemple que je décide d'afficher ces éléments-ci ainsi. Là, je pense que ça sera beaucoup mieux si je referme mon élément P comme ceci. Donc, imaginez que je décide d'afficher tab 0, tab 1 et tab 2. Si je reviens ici et que j'actualise, vous allez voir que je ne vais pas renvoyer les données, je vais simplement actualiser. Vous allez voir ici que j'ai coding city, j'ai coding et j'ai coding@test.com et j'ai ici là le timestamp auquel il a été créé. Donc, ce que je peux simplement faire, c'est de me dire, lui, il a été créé et je vais utiliser ici la fonction date. Pour que ça marche, je vais essayer l'interpolation et là, ça ne marche pas. Désolé. Donc, ce que je vais faire, c'est par exemple de refermer ma balise PHP à ce niveau et ensuite de l'ouvrir encore un peu plus bas à ce niveau-ci. Et de là, je vais supprimer ce que j'ai ici et je vais simplement m'ouvrir un paragraphe P par ici. Dans ce paragraphe P que je viens d'ouvrir, je vais afficher mes éléments PHP. Ici, au premier élément, je vais afficher ce que j'ai appelé tab 0 qui va représenter le premier élément de notre tableau parce que lorsqu'on va casser nos éléments en tableau, on aura le nom, l'adresse email et le temps. Donc, tab 0 ici va représenter le nom. Je vais simplement rajouter un tiret et je vais représenter ici tab 1 qui va représenter l'adresse email. Et une fois que je vais faire cela, je vais mettre ici ajouter le et de là, je vais mettre le tab 2 qui va représenter le temps auquel l'élément est ajouté. Mais maintenant, pour ce tab 2 ici, je veux que la date soit affichée normalement. Donc, pour cela, je vais venir à ce niveau et je vais appeler la fonction PHP date. Je vais demander que ça se formate de type jour, mois, année et je vais demander que ce soit bien évidemment à, on va mettre ici l'heure avec grand H, on va mettre les minutes avec I et on va mettre les secondes avec S minuscule. Une fois que c'est fait en deuxième paramètre, on doit lui passer l'élément sur lequel il va se baser pour constituer la date. Et pour cela, donc, on va lui passer le timestamp qui se trouve à ce niveau-ci. Une fois que c'est fait, si je sauvegarde et que je viens actualiser ici, vous allez voir que désormais on a coding, on a son adresse email et on a ici ajouté on va voir la date, le 13 juin 2023 à 14h30. Donc là, on vient de voir comment on peut récupérer les éléments en utilisant ici la fonction fgets, mais il existe un tas d'autres fonctions. On va revenir ici dans la documentation et je pense que pour le coup, on a fini avec cette partie. Donc, on a une fonction qu'on appelle fgetC et vous allez regarder par exemple, c'est par ordre alphabétique. Vous allez trouver à ce niveau un fgets. Vous voyez, il y a le fgetC ici qui lit un seul caractère dans le fichier. On a une fonction fread qu'on avait déjà utilisée précédemment ici qui permet de lire le fichier en mode binaire. On a une fonction fseek, si on descend un peu plus bas, qui se trouve là, qui modifie la position du pointeur lorsqu'on veut lire. En fait, lorsqu'on parle ici de modifier la position du pointeur, on s'était dit que lorsqu'on utilise les modes R et les modes W, on commence la lecture et l'écriture au début du fichier. Lorsqu'on utilise le mode A, on va commencer la lecture du fichier à la fin. On va commencer l'écriture dans le fichier à la fin. En fait, avec le mode fseek ici, on va simplement lui passer l'ID par ici et on va lui donner un offset. L'offset en fait représente l'endroit, l'octet auquel il doit se placer pour commencer à lire le fichier. Donc si on lui dit par exemple 10, il va compter 10 octets dans notre fichier et c'est à partir de cet instant qu'il va commencer à faire le traitement. À côté du fseek ici, on a une fonction qu'on appelle fgetCSV, mais je n'ai pas travaillé avec cette fonction. On a le readFile, si on descend un peu plus bas, vous allez voir qu'on a le readFile ici qui affiche un fichier. On a la fonction file en elle-même, si on remonte un peu plus haut, la fonction file lit le fichier et renvoie le résultat dans un tableau. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de lire la documentation, bien évidemment vous allez apprendre beaucoup de choses. Maintenant, c'est-à-dire qu'on va parler ici de comment est-ce qu'on peut faire pour avoir accès à certains fichiers, par exemple copier, supprimer. On a une fonction qu'on appelle copy par ici et la fonction copy permet de copier un fichier. En premier paramètre, on va lui mettre le nom du fichier sur lequel on travaille actuellement et en deuxième paramètre, on lui met le nom du nouveau fichier qu'on aimerait avoir. De la même façon, on a une fonction rename qui se trouve un peu plus bas ici et on a également une fonction unlink. La fonction unlink permet de supprimer le fichier PHP. Le voici par ici.
Chaque fois qu'on aura envie d'utiliser ces fonctions, il est important de vérifier que le fichier sur lequel on travaille existe, et pour cela, on va travailler avec la fonction file exist qui se trouve à ce niveau-ci. Maintenant, on a plusieurs autres fonctions normalement, notamment la fonction file size ici qui va simplement nous donner la taille du fichier. On a file type ici qui va nous retourner le type du fichier. On a la lisibilité, et pour ça, on va tester ça avec is readable pour savoir si un fichier existe en accessible de lecture. On va tester ici is writable pour savoir si le fichier existe en accessibilité écriture. Donc, on a plusieurs fonctions ici que vous pouvez prendre la peine de lire et essayer de comprendre. Mais pour le coup, nous, on va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà assez longue. On aura fait 2 TP qui nous auront montré comment est-ce qu'on peut utiliser les fichiers en PHP, et je vous laisse pousser les recherches de vous-même.